pas toujours. République démocratique du Congo, lève-toi et sois éclairé, car la lumière arrive. La nation, messieurs et dames, nous sommes très contents, très ravis de vous savoir nombreux en train de nous suivre pour ce nouveau numéro de votre magazine Interview que nous avons l'honneur de vous présenter en ce jour. Quant à moi, je suis content de pouvoir partager ces plateaux, cette émission, ces quelques minutes avec une personne qui est très importante pour la société congolaise, une personne qui a de la valeur, une personne qui milite pour certaines causes. Et vous comprenez qu'il s'agit bien évidemment d'une femme. Mais je ne pourrais peut-être pas mieux la présenter. Je vous propose cet élément, vous allez la découvrir et on va se retrouver tout juste après. Né un certain 4 janvier à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Raisha Wembo Kamesa est une véritable défenseuse des droits de la femme, une passion qu'elle entretient depuis son jeune âge. En 2015, elle obtient sa licence en journalisme politique extérieur à l'Université facultaire des sciences et de l'information communication INISIC ex-IFASIC. En 2019, elle crée l'ONG Sauvons la femme, avec laquelle elle unifie plusieurs activités dans le cadre d'apporter une plus-value à la femme congolaise. Depuis plus de 5 ans, cette ONG milite pour la défense des droits de la femme, la formation des jeunes filles, la lutte contre la violence faite aux femmes, son autonomisation économique ainsi que son accompagnement social et psychologique. Raisha Wembo demeure une véritable femme leader dynamique, altruiste, forgée par la détermination et le courage. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, vous avez compris de qui il s'agit. Il s'agit bien évidemment de Raisha Wembo, à qui je dis bonjour. Bonjour, Fadi. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Oui, je vais très bien. Par rapport à ce que vous avez suivi, votre portrait, est-ce qu'il y a quelque chose que vous deviez ajouter? Non, je crois que vous avez tout dit. Ça va. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je voulais savoir, déjà en suivant votre portrait, vous êtes parti du journalisme politique extérieur vers un monde qui paraît être contradictoire avec ce que vous aviez comme background, si je peux le dire. Je cite, vous êtes en train maintenant de poursuivre un autre but, c'est pouvoir sauver la femme ou autonomiser la femme. C'est quand cela s'est passé? Quand est-ce que cela s'est passé en vous, les déclics? Quand est-ce que ça a commencé? Alors, il faut dire que déjà, je suis une personne altruiste de nature, c'est-à-dire que je suis une personne qui, depuis toute petite, avait justement ce genre d'intention de pouvoir, en grandissant, avoir des ONG, des orphelinats, pour pouvoir aider les autres. Je me disais toujours ça. Alors, ça a toujours été, au fait, un but pour moi et un objectif de vie à atteindre. Et nous sommes en 2019 précisément. Je fais partie de ces personnes qui croient que chacun de nous est sur Terre pour un but, pour un objectif qu'il faudrait atteindre, qu'il faudrait réussir. Et même pour ne pas être trop spirituel, et même au niveau scientifique, il y a dans le monde la population qu'on appelle le peuple Maya. Alors, c'est un peuple ils ont comme ça une loi qu'ils appellent la loi de la vie, ou encore la loi Maya. Qu'est-ce qu'ils disent? Pour pouvoir avoir une longue vie, déjà le peuple Maya, c'est une catégorie de peuple qui est au Japon. Pour pouvoir vivre longtemps autant qu'ils font, ils visent à ce que chacun puisse au fait découvrir sa place dans l'humanité. Pourquoi? Parce qu'en se posant les réelles questions, vous savez, il y a des questions qui sont existentielles et il y a des questions qu'il ne faudrait même pas. Vous ne pouvez pas chaque jour vous réveiller le matin, la vivre comme si demain n'existe pas, juste pour vous dire, bon, j'ai le souffle de vie encore, ok, qu'est-ce que je fais? Ok, je vais vendre des bananes, je vais faire ceci, je vais faire cela, sans comprendre réellement pourquoi vous existez, sans comprendre réellement qu'est-ce que vous devez atteindre dans votre destinée.
Pour pouvoir mieux vivre, il faudrait se poser des bonnes questions. Des bonnes questions, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'aime? Qui je suis? Vers qui je peux, à qui est-ce que je peux être utile? À qui est-ce que je peux être une bénédiction, une aide? Alors, par rapport à tous ces éléments réunis, que je me posais justement ce genre de questions existentielles, et il y avait toujours en moi ce feu à Christ, si je peux le dire, qui brûlait. Je suis allée à l'IFASEC, j'ai terminé en 2015 en communication, précisément en journalisme politique extérieur, et je m'étais découvert en fait une passion vers la femme, une passion justement vers la femme de ma génération, ou plus si je peux le dire. Parce que nous sommes en 2019, il y a un phénomène qui règne et qui s'appelle le phénomène Ujana. Alors, en tant que femme, j'étais personnellement choquée de voir l'habillement des jeunes filles, de voir ces jeunes filles qui s'habillaient de manière, si je peux le dire, indécente. Ça me choquait personnellement en tant que femme. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et de plus en plus, je crois que la nature et le Seigneur s'arrangeaient à ce que je puisse tomber sur des publications ou encore tomber justement sur des concepts, des personnes qui disaient moi si Ninzot et tout ça. Et moi, personnellement, ça me dérangeait. Je me disais au fond que certainement, il y a plus que ça et qu'il faudrait justement apporter à la femme bien plus que cette information qui est une information très physique et très corporelle de la limiter au corps pour justement pouvoir la valoriser. Parce que lorsque vous suivez les deux thèmes, le phénomène Djanaki en 2019, c'était vraiment Evie, ainsi que ce concept moi si Ninzot, vous vous rendez compte que ce sont des concepts sœurs, c'est-à-dire que ce sont des concepts frères, pardon, c'est-à-dire qu'ils s'allient automatiquement. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait comprendre justement ma destinée, mon appel, qui est de créer justement l'ONG Sauvant la Femme, qui est une ONG qui est basée sur le livre de Proverbes 31:10. La Bible dit qu'il peut trouver une femme vertueuse, elle a plus de valeur que les perles. Alors, ne vous inquiétez pas, puisque je ne suis pas pasteur, je suis visionnaire d'une ONG, et une ONG a des objectifs sociaux. Nous avons justement pour but de pouvoir réparer l'âme de la femme déformée. Nous savons que l'âme est le siège des intentions, des sentiments, des souvenirs, de la volonté, la conscience, l'intelligence. Alors, il y a cette catégorie des femmes qui a été, par exemple, blessée par les événements du passé, par les expériences douloureuses, par le sous-estime de soi, par les propos des autres, les propos qui descendent la valeur, qui ont été blessées par le fait d'avoir été abusées dans le passé. Alors, nous allons vers spécifiquement cette catégorie de femmes afin de pouvoir les réparer, afin de pouvoir les faire comprendre, tu sais, tu as plus de valeur que ça. C'est vrai qu'on te dit, moi si une autre, mais bon, il faut comprendre que tu vaux plus que ça, que la femme ne se limite pas au corps et qu'en tant que femme, tu n'as pas que ton corps à offrir, tu as plus que ton corps. Et nous allons en profondeur en réparant l'âme de la femme déformée justement en la conscientisant, la rendant consciente justement de sa valeur, la rendant consciente de sa mission, de sa place sur terre, de ce qu'elle doit accomplir en tant qu'un être qui existe, parce que la femme est un être qui existe et qui doit se réaliser en tant que tel. Mais ensuite, comme je le disais, nous avons des objectifs qui doivent toucher au social de la population, notamment d'avoir des centres de formation pratiques, de pouvoir justement avoir des hôpitaux, des écoles et des orphelinats. Donc, c'est un peu de là qu'est parti. Alors, par rapport aux études faites, je dirais non, parce que le journalisme politique extérieur et ce que je fais dans l'ONG, je parle, je sensibilise et tout. Et le journalisme est un métier où vous avez à parler, parler. Donc, je ne suis pas loin de ma Donc, voilà. ceux qui nous suivent peuvent comprendre que le journalisme ne vous a aidé que des ponts pour pouvoir parvenir à vos objectifs ou à votre quête. Oui, exactement, parce que étant toute petite, comme je le disais, je cherchais vraiment à me découvrir. Et j'avais découvert en moi une passion, celle de pouvoir D'aider les communiquer. Oui, en dehors du fait d'aider, mais aussi de pouvoir communiquer. J'avais compris que j'ai, si je peux le dire, cette grâce ou ce potentiel d'être une bonne communicatrice. Alors, c'est ainsi que je m'étais orientée vers le journalisme, ne sachant pas que dans les années qui viennent, ça me sera d'un grand support. Merci beaucoup, Raïcha. Vous comprenez de qui il s'agit, vous comprenez vraiment c'est sur quoi nous sommes en train de parler. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on aborde un sujet assez particulier. Aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat de la jeune femme ou l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo. Je sais qu'on ne peut pas bâtir une grande économie sans pour autant faire mention aux femmes. Et vous, vous êtes dans ça. Je ne sais pas comment vous parvenez à aider ces femmes. C'est vrai, vous avez parlé de comment les venir en aide, les faire découvrir ce qu'ils ont en eux.
Mais comment les aider pour devenir autonomes en partant de l'entrepreneuriat? Est-ce que vous avez des fonds à leur donner pour commencer quelque chose? Est-ce que ce sont des formations que vous leur donnez, puis ils prennent de l'envol eux-mêmes? Comment vous faites? Alors, déjà, il faudrait savoir ceci, c'est que l'entrepreneuriat dans notre pays souffre de plusieurs maux. Il est très difficile pour un entrepreneur de pouvoir évoluer, que ce soit un entrepreneur social comme nous autres ou encore quelqu'un qui évolue dans des constructions des entreprises et autres. Pourquoi? Parce qu'il y a par exemple les maux du chômage, il y a par exemple le mot de la difficulté d'accès au financement, il y a par exemple les maux de la difficulté à des formations professionnelles, des formations qui sont pratiques pour pouvoir aider les jeunes. Il y a l'accès aux investisseurs ou encore l'accès aux fournisseurs, l'accès aux bailleurs qui est très difficile. Par exemple, tenez, lorsque vous vous dites, ben, je vais ouvrir une entreprise, une microfinance par exemple, vous êtes fils du pays, tout ce que je dirais, on vous demanderait au niveau de l'administration publique vous coûte. Par exemple, je prendrai mon exemple pour être pratique, en tant que visionnaire de l'ONG Sauvons la Femme, pour pouvoir réunir nos documents en tant qu'ONG, pour pouvoir user ou encore travailler légalement, ce n'était pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une panoplie des documents qu'on vous demande. Et cela n'est pas facile. Et c'est de l'argent qu'il faut dépenser. C'est beaucoup d'argent. Qui dit document, dit argent. Parce que chaque document, il n'y a pas un document qui vous coûte moins de $100 minimum. Ce n'est pas possible. Que vous alliez du statut jusqu'au F92 ou encore jusqu'à la reconnaissance dans un ministère, dans un avis de ministère, tout cela vous demande de débourser beaucoup d'argent. Or, vous cherchez justement à pouvoir créer une entreprise, à pouvoir aider. Alors, lorsque vous devez dépenser tout ça, ce sont, je dirais, des crocs en jambes, en quelque sorte, beaucoup de difficultés, des pots de banane, si je peux le dire, qu'il y a justement sur la route ou sur la voie de l'entrepreneuriat. Alors, nous, en tant qu'ONG, puisque nous sommes de la société civile, depuis 2019 que nous commençons, nous n'avons pas encore été financés. Je dirais pourquoi? Parce que nous voulions nous prouver à nous-mêmes. Nous voulions d'abord travailler avec ceux que nous voulions. Parce que, comme je l'ai dit, sans financement, il y a tellement de choses à avoir en tant que documents, il y a des bureaux et autres. Donc, nous voulions d'abord travailler nous-mêmes, faire ce que nous pouvions faire à notre niveau. Nous avons eu à travailler avec les femmes. Précisément, nous nous sommes beaucoup particuliers vers un quartier spécifique, vers une classe des femmes spécifiques. Les femmes du quartier Pakajuma que vous connaissez, vous avez vu sur les images. Pourquoi ces femmes? Parce que nous avons trouvé de tout là-bas. Comme j'aime le dire, là où la société voit la compromission, nous avons vu en ces femmes du potentiel. Alors nous sommes allés vers ces femmes afin de pouvoir exploiter ce dit potentiel en les sensibilisant, certes, en les rendant conscientes de leurs valeurs et autres, mais comme on le dit, ce sont des nécessiteuses. Nous avons pu accompagner ces femmes à travers des formations. Nous avons aidé et organisé des formations pratiques, d'où d'ailleurs l'interpellation que nous, société civile, nous aimons donner, précisément à ceux qui guident l'enseignement. Il y a, par exemple, au niveau de l'enseignement, des cours ou des matières qui n'aident pas dans la vie pratique, qui sont très difficiles. Quelqu'un qui va apprendre un cours à l'université, il se retrouve dans la vie pratique, c'est-à-dire dans le monde du travail, et cette matière-là ne l'a pas aidé. Mais il y a des matières, par exemple, qui peuvent être, comment je peux dire, qui peuvent s'accorder avec la réalité du temps présent, la réalité de notre société, afin de pouvoir aider concrètement les jeunes à mieux se préparer à la vie pratique. Alors, pour revenir à ce que je disais avec ces femmes, nous les avons offert des formations. Nous aidons en offrant des formations pratiques. Nous avons appris comment fabriquer, par exemple, des détergents. Les détergents, vous dites? Des détergents, nous avons vu dans la vidéo. Si la régie est ensemble avec nous, est-ce qu'on peut voir la vidéo là où les gens sont en train d'apprendre à faire les détergents, s'il vous plaît? Voilà. Des détergents, par exemple, nous avons fait cette formation à 2 reprises et nous avons compté comme ça plusieurs groupes, des groupes de 50 femmes, des groupes de 30 femmes. Nous avons offert aussi des formations en fabrication des objets perlés en bois, afin de pouvoir justement aider cette catégorie de femmes. Vous savez, tout le monde n'est pas appelé à faire des longues études. Nous aimerions bien tous faire des longues études à l'université. Tout le monde n'est pas appelé à pouvoir nécessairement réussir au travers des études. C'est vrai que les études sont incontournables parce qu'il faut être lettré, il faut apprendre, il faut avoir le verbe à votre langue, c'est très bien, mais ce n'est pas nécessairement le chemin de la réussite. Il y a autre chose. Il y a par exemple les potentiels. Et nous avons une difficulté dans notre pays face justement aux femmes. C'est laquelle? C'est que
avec la jeunesse, pour être large, lorsque vous voulez apprendre à ces personnes de pouvoir se débrouiller, c'est assez difficile. C'est-à-dire que vous devez construire vous-même ou encore créer l'environnement de formation pour pouvoir les aider. Parce que nous ne disposons pas, dans notre pays, vraiment des centres de formation pratiques et appropriés pour pouvoir orienter ces personnes dans l'entrepreneuriat, dans la course qu'ils veulent faire. Mais parce que vous en parlez, moi je voulais quand même poser une question, ça me fait très mal au cœur lorsque je pense à ça. Notre système éducatif, qui, pour moi, je pense, c'est mon avis, je pense, est en quelque sorte révolu, dépassé. C'est bien bon, il y a des choses qui marchent, mais il y a d'autres choses qui ne marchent pas. Vu que les contextes actuels de notre pays ne permettent pas qu'il y ait l'existence de certaines facultés. Vous, en tant qu'entrepreneur, ou soit femme leader qui soutient l'entrepreneuriat des femmes, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous suggérez au gouvernement ou au ministère de l'Éducation pour que ça soit pratique? Voilà. Alors, je le disais récemment à une formation que avait organisée l'ONG. Je disais, nous ne pouvons pas tous vendre des braises. Nous ne pouvons pas tous être en train de demander, tapoter les écrans derrière TikTok. Nous ne pouvons pas tous être en train de vendre des perruques et des vêtements. Qu'est-ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat? Tenez, par exemple, lorsque vous allez à la cité, je le disais à ma mère qui a une boutique où elle vend des divers. Lorsqu'il y a une boutique qui est ouverte au coin d'une avenue, comptez quelques mois. Il y en aura une deuxième, une troisième, il y en aura 6. Et puis, vous verrez que les premières, les deuxièmes personnes vont commencer à fermer justement cette petite entreprise qu'ils ont créée. Pourquoi? Parce qu'il suffit que X puisse créer une petite entreprise qui marche afin que Z se dise que, OK, donc si j'ai besoin d'argent, je dois nécessairement faire la même chose. Non. Nous souffrons d'un manque d'inspiration. C'est ça le problème. Comme vous venez de le soulever, il y a des universités. Nous avons l'école, nous avons des universités. Mais à l'université, nous sommes censés aller apprendre la pratique de la vie professionnelle. Parce que l'université, je dirais, c'est le fleuve qui nous jette justement à la rive de la vie professionnelle. Lorsqu'une personne est à l'université, il peut aussi travailler. Voilà pourquoi il faudrait justement adapter les cours dans les universités à la vie pratique. C'est ce que nous conseillons et nous suggérons en tant qu'ONG, en tant que société civile. Vous savez, dans certains pays, dans des pays développés, très souvent, pour prendre par exemple des décisions, je dirais bien pour pouvoir toucher à la vie pratique des habitants, le gouvernement de ce pays contacte souvent ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire la société civile. Parce qu'on ne peut pas tout demander à l'État de pouvoir faire. Et l'État ne peut pas penser à tout. L'État a des urgences, ils ont des priorités. Mais il y a par exemple la société civile qui, je dirais, est proche de cette population et peut pouvoir recommander, conseiller des bonnes manières de faire des choses qui peuvent être pratiques et bénéficiaires justement à cette couche de la population. Parce que le but entre le gouvernement et la société civile, il y a un point clé, c'est la population. C'est ça la cible, nous sommes la cible. Alors, il y a des choses qu'il faudrait mettre en place qui sont claires. Il faudrait, comme vous l'avez dit, pouvoir reformer justement la formation professionnelle, pouvoir reformer les universités, introduire ou encore pouvoir créer et susciter dans le cœur et dans les cerveaux des étudiants l'esprit entrepreneurial. Parce que le nombre de jeunes qui chaque année sont versés, reçoivent les diplômes à l'ONINAE, c'est bien bon, vous êtes à féliciter, mais le travail, combien d'années vous faites au chômage? Or, le temps que vous passez au chômage, vous pouvez réfléchir à créer quelque chose. Et par moment, ça semble paraître comme un paradoxe. Ça veut dire quelqu'un qui est passé par l'université, donc passé durant 5 ans à l'université, et puis il finit, il se retrouve en train de faire une cabine, en train d'entreprendre, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais si on l'avait bien orienté, peut-être qu'il ne serait pas parti faire l'université. Exactement. Et même encore, comme je le disais tantôt, il n'y a pas que l'université. Entre l'université et la vie professionnelle, le gouvernement pourrait par exemple mettre en place des centres de formation d'orientation. Ces centres d'orientation ayant pour but de pouvoir sensibiliser ou encore réveiller la conscience, le cerveau des jeunes à pouvoir se dire qu'est-ce que je peux faire de bien? Comment est-ce que je peux développer mon potentiel? Parce que comme je le disais, nous ne pouvons pas être tous bons au commerce. Nous ne pouvons pas tous être en train de vendre dans des vivres frais.
être en train de vendre des vêtements. Chacun a quelque chose de particulier. C'est-à-dire que lorsque je vois que Marlène a ouvert, par exemple, sa boutique, moi je viens ouvrir. Lorsque vous essayez de peser les motivations, vous posez, mais pourquoi tu as ouvert cette boutique? Elle te dira, ah, je me dis que c'est-à-dire qu'on est en train de copier un modèle qu'on estime étant un modèle de réussite. Mais est-ce que ce modèle s'adapte à vous? Est-ce que ce modèle s'adapte à vos talents, à vos dons? Vous savez, même dans la vie professionnelle, je travaille aussi dans une entreprise de la place. Dieu m'a fait grâce, je me retrouve aussi dans un domaine qui me met à l'aise, c'est-à-dire là-bas, je suis aussi dans la communication, le marketing. J'aime ce que je fais. Pourquoi? Parce que j'ai étudié le journalisme, j'ai étudié la communication. Je suis présidente d'une ONG. Dans cette ONG, je parle, je sensibilise, je forme. Et là où je travaille, dans cette entreprise, je forme, je sensibilise, je parle. Donc, je suis dans un environnement professionnel dans lequel je fais exactement ce que j'aime. Dans lequel mon don, permettez-moi, s'il vous plaît, avec humilité, mon don d'éloquence nage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis devant une caméra ou que je suis devant un public, je me sens à l'aise. Je me sens dans mon élément. Voilà, c'est ce que je cherchais. Je me sens dans mon élément. Parce que mon élément, c'est parler. Parce que mon élément, j'aime parler, j'aime communiquer. J'aime à ce que le message que j'ai soit sorti. Voilà, j'aime épuiser le dépôt. Donc, je suis en train de faire quelque chose que j'aime. C'est-à-dire que je le fais avec beaucoup d'appétit, avec beaucoup d'amour. Malgré les inconvénients, les difficultés d'accès au financement que je peux rencontrer sur mon chemin, les difficultés des documents que je peux rencontrer, les difficultés de ceci, cela, je vais persévérer, je ne vais pas arrêter du sitôt. Pourquoi? Parce que d'abord, j'aime ce que je fais. Donc, dans l'entrepreneuriat, lorsque vous faites quelque chose, il faudrait vous poser les bonnes questions. Est-ce que je suis bonne à ça? Est-ce que c'est mon appel? Est-ce que c'est ma destinée? Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que c'est mon potentiel que je cherche à sortir? Parce que vous pouvez passer toute une vie à travailler dans une entreprise ou encore à vendre des oignons, mais ce n'est pas votre appel. Vous sentez en vous, votre âme, votre conscience vous dire, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, tu es dans quoi? Qu'est-ce que tu fais? Vous aurez comme ça passé votre temps, passer votre vie à faire les choses qui n'ont rien à voir. Vous allez mourir, puis évidemment, il va passer des jours, vous allez partir, mais votre existence aurait été comme un passage parce que vous n'aurez pas existé, mais vous aurez juste vécu. Vous avez passé votre temps et vous-même, vous sentirez la frustration. Voilà pourquoi c'est l'une des raisons qui fait que justement, que les entrepreneurs en RDC sont frustrés. Il y a une certaine frustration. La frustration, elle est premièrement intérieure, ensuite extérieure. Intérieure parce que la plupart des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat font les choses parce qu'elle a vu X, Y en train de le faire et s'est dit que ça marche, je vais aussi le faire. La deuxième frustration est celle qui est créée par l'extérieur, les conditions de notre pays, toutes ces choses. Voilà. Mais parce que vous en parlez, moi je reviens sur une chose. Vous aviez dit que vous formez, vous avez commencé par les femmes de Pakadjouma, une cité qui a été même délocalisée, ce n'était pas un quartier, qui a été même délocalisé. Et on les a envoyés vers Maluku, je ne sais pas trop. Mais je voulais revenir dessus. Quand vous commencez à former des gens qui n'ont pas un capital, c'est vrai, vous les avez formés à faire des savons, je ne sais pas, comment, les désinfectants? Des savons, des désinfectants, des ustensiles grâce aux perles, au bois. Voilà, vous les avez formés comme ça à faire toutes ces choses pour pouvoir les aider à être autonomes d'elles-mêmes. Ça, c'est une chose. Mais en amont, je pense qu'il y a une difficulté qui se pose. Vous les avez appris des choses, mais dès lors qu'ils n'ont pas un fonds pour démarrer, quand bien même vous pouvez leur donner les fonds, est-ce que vous les aviez aussi appris à comment faire la part des choses entre ce que j'ai fait comme activité ou ce que j'investis dans les domaines dans lesquels je vais œuvrer, j'entreprends, les capitales, les bénéfices, comment gérer ça? Parce que la grande difficulté est qu'une personne qui vient du chômage, vous lui donnez par exemple $100 pour se lancer dans les business, il pense que c'est l'argent qui est venu pour résoudre ses problèmes. Et du coup, un mois après, il peut même tout mettre dans ce qu'il fait. Mais dès lors qu'il n'épuise que dans ça, pour manger, pour les frais académiques ou scolaires, pour les loyers, comment vous faites pour que ces gens ne retombent pas dans la case du départ? Alors, le quartier Pakadjouma, c'est un quartier que nous fréquentons en tant qu'ONG avec toute l'équipe de l'ONG Sauvons la Femme depuis 2020. Depuis 2020, durant le confinement, nous avons eu vraiment cet appel à aller vers ces femmes. Nous avons fait des sensibilisations
Puis, nous nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat avec elle. Alors, notre but n'était pas seulement de pouvoir venir et dire que voilà, tu vaux plus que ça, tu as de la valeur, tout ça, mais aussi pouvoir créer en elle un esprit d'entrepreneuriat. C'est ce que font justement des organisations, la société civile ou encore un gouvernement dans la tête ou encore dans le fief d'une population qui, on dirait, est sous bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des potentiels. Je disais tantôt, dans le chef de ces femmes, nous avons vu le potentiel alors que certaines personnes voient la compromission. Je ne dis pas qu'elles sont saintes, elles se compromettent, je suis d'accord avec. Je ne vais pas entrer dans les débats de déguerpissement et autres. Mais pour parler de ce que nous avons fait en ces femmes, nous avons créé et suscité un esprit d'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir justement les offrir ces formations, nous avons d'abord tenu premièrement à pouvoir les sensibiliser, pouvoir les conscientiser sur leur statut par rapport à la situation, leur environnement. Ensuite, nous avons créé en elles justement le but de pouvoir se générer de l'argent. Pourquoi? Parce que cette catégorie de femmes, lorsque vous les approchez, de la fille de 13 ans qui est enceinte jusqu'à, je dirais, à la dame de 50 ans, ce sont des nécessiteuses. C'est-à-dire qu'elle nous disait, maman, ce qu'on dit que non, ça là, ou ça là, ce qui n'a recevoir client encore, a repayé ça par exemple 2000 francs, a repayé ça 3000 francs. Et s'il dit, mais la journée pour que Nalia, il faut au moins pour que Nalia na vivre, il faut Nazalata, à 3 personnes, 5 personnes, 5 clients, la journée va visiter dès que Nalia Kopaloso. C'est-à-dire qu'elles acceptent de s'exposer à certaines maladies et certains risques pour survivre. Exactement. Donc, ce sont des nécessiteuses, mais les nécessiteuses de la catégorie qu'on appelle vraiment faible. C'est-à-dire que dans ce quartier, il y a des bébés, il y a des enfants qui naissent et toute leur vie comme ça, sans appui, elles vont vivre dans ça et répéter la vie de maman, de papa, que dis-je, de la grand-mère. Il y a des vieilles personnes qui y sont et elles sont, je dirais, presque abandonnées. Mais comme je l'ai dit, en elles, il y a ce que nous appelons des valeurs, des vertus. Chaque femme, de la femme qui se prostitue à Pakajuma pour 2000 francs, et même de cette femme qui est une grande dame derrière un bureau, qui est une patronne, en chacune de nous, en chacune de ces femmes, il y a des valeurs, plus de valeurs que des perles. Ces valeurs, nous appelons ça des compétences, des talents, des potentiels. En tant qu'ONG, nous sommes allés susciter dans le fief, dans l'esprit de ces femmes, le but de pouvoir justement se redécouvrir, se redéfinir, se repositionner. Le repositionnement social afin de pouvoir justement les faire comprendre qu'elles peuvent gagner de l'argent, comment dirais-je, sans justement la compromission, qu'elles pouvaient gagner de l'argent dignement, en apprenant une chose. Donc, avec elles, nous avons fait un travail, je pourrais dire, de complicité, parce que nous les avons posé des questions. OK, par exemple, maman, tu as 40 ans. Ça fait 20 ans que tu es à Pakajuma. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi qui pourrait t'aider à pouvoir gagner ton argent? Je te dis, par exemple, maman, déjà, je me débrouillais. Déjà, détergent, savon. Justement, même l'idée de pouvoir mettre en place la formation de détergent venait d'elle. Parce que nous les avons écoutées. Nous les avons écoutés, nous avons collaboré et nous avons mis en place. Et ça marchait lorsque vous aviez fait cela? Oui, ça marchait parce qu'elles ont fabriqué. Nous les avons donné des provisions pour pouvoir vendre et nous sommes revenus parce que nous revenons souvent pour des suivis. Lorsque nous sommes rentrés pour le suivi, nous avons trouvé des femmes qui ont fait du fructif. Donc, nous avons trouvé des femmes qui ont vendu ce qu'elles avaient et nous avons pu retrouver ou encore récupérer un peu de capital pour justement pouvoir faire tourner la moule, voilà. Donc, avant qu'elle soit déguerpie, nous planifions justement une autre technique ou encore une autre formation. Mais en tout cas, nous avions créé autour de ces femmes parce que nous avions organisé, je ne dirais pas ce quartier, mais nous avions organisé les femmes que nous avions trouvées là-bas. Nous avions mis des team leaders, nous avions mis des chefs d'équipe, si je peux le dire, qui étaient chargés justement de 10, de 20, de pouvoir recruter, de pouvoir faire le suivi. Et c'est auprès de ces femmes que nous allions justement pour pouvoir avoir le rapport ou avoir le résumé afin de pouvoir continuer. Donc, c'est un peu ça. Alors, merci beaucoup. C'est un travail énorme que vous êtes en train de faire. Peut-être vous ne l'y réalisez pas, mais c'est énorme. C'est énorme. Mais vous avez évoqué quelque chose. Vous aviez dit dans cette société, vous avez réalisé qu'il y a des bébés qui naissent. Déjà 13 ans, une femme qui donne naissance. Je ne sais pas trop, mais la question que je voulais poser, il y a une année, si je ne me trompe pas, aujourd'hui pratiquement une année durant, il y a la ministre de l'Éducation
primaire, au niveau primaire et secondaire, qui avait pris une décision de pouvoir aider toutes les femmes, les jeunes filles qui tombent enceintes, de ne pas abandonner les chemins de l'école. Qu'elles soient acceptées telles qu'elles sont, parce qu'il y a certaines filles, avant ces temps ou cette époque, qui ont perdu les rêves de toute leur vie, ils ont perdu espoir et par moments, elles sont même passées à côté de tout ce qu'elles pouvaient devenir dans la vie. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette décision? Il a été mal perçu par une frange de la population, mais vous, en tant que femme, connaissant toutes ces réalités, qu'est-ce que vous en dites? Alors, je parlerai en tant que société civile. Nous, en tant que société civile, nous avions applaudi cette décision. Pourquoi? Parce que la société civile, nous luttons pour l'intégration sociale ou encore, je dirais, l'insertion de tous. De tous, je parle du genre féminin. Du genre féminin, voilà, je ne parle pas de... Oui. Voilà, je parle du genre féminin. C'est-à-dire qu'une jeune fille, nous savons, lorsque nous grandissions, nous avions toujours vu une collègue, une amie qui était tombée enceinte. Et nous savons que généralement, à 80%, elles arrêtent l'école. Elles arrêtent l'école. 80%, c'est peu. Il y a 90%. Plus de 90%. Oui. Elles arrêtent l'école, elles restent à la maison ou encore à la maison, elle est aussi chassée. Elle va chez son amie. Et une destinée se brise. Exactement. Une destinée se brise parce qu'après, si sa famille ne la récupère pas pour fini. La remettre sur le banc de l'école, elle entre dans un mariage. Voilà, elle entre dans un mariage sans dot et elle va avoir des enfants en pendre comme ça et toute sa vie se limite là. Ce que la ministre avait justement, Madame Raissa Malou, avait mis en place, nous avons applaudi. Pourquoi? Parce que c'est une forme de réinsertion sociale. C'est-à-dire qu'au travers de cette réforme, c'était une possibilité pour les femmes, pour les jeunes filles, de ne pas pouvoir abandonner le chemin de l'école, de ne pas pouvoir s'atteler ou encore rester dans le trou. Parce que souvent la femme, par exemple, a le but de pouvoir relever, reformer celle qui est déjà tombée. Nous ne pouvons pas accepter de voir une jeune fille, parce qu'elle a commis une erreur, de pouvoir rester sous. Non. Parce que lorsque nous faisons même des sensibilisations dans les chemins, dans des écoles, dans les universités, nous les disons clairement. Il est possible de pouvoir tomber, ça arrive. C'est possible de pouvoir tomber enceinte. Oui, c'est très mal. Ce n'est pas encouragé, mais ça arrive. Mais au travers justement de cette réforme, la ministre avait donné justement à cette jeune fille l'opportunité de ne pas rester à la maison. L'opportunité de ne pas briser sa vie, de ne pas briser son cycle parce que j'ai commis une erreur. C'est-à-dire que je suis enceinte, je vais à l'école, je termine mon cycle, si je peux le dire, j'accouche, mais je continue d'aller à l'école. Ce qui veut dire que ça me permet de garder en esprit que certes, je suis tombée, mais dans ce trou, il y a quand même une corde qui va me permettre de pouvoir saisir et de pouvoir remonter. Les réseaux sociaux s'étaient enflammés, disant qu'elle ouvrait... et qu'elle encourageait justement les jeunes filles à tomber enceinte, de voir une fille de 14 ans qui tombe enceinte, ce n'est pas normal. Non, c'est tout à fait faux. C'est-à-dire que vous n'aviez pas fait une bonne étude, je dirais scientifique, de cette réforme. Cette réforme a pour but non pas de pouvoir encourager la jeune fille à tomber, mais de pouvoir aider cette jeune fille qui est tombée, de pouvoir se relever, attraper cette corde qui est tendue, afin de pouvoir se relever et de pouvoir avancer. Voilà. Merci beaucoup, Madame Raïcha. Mais je voulais poser une autre question concernant l'ONG. Je sais que ce n'est pas facile d'œuvrer dans une société telle que la nôtre, avec, sans financement, sans aide peut-être extérieure. Quels sont les défis que vous rencontrez au quotidien avec votre quête? Alors, les défis sont nombreux. Je parlerai déjà des défis, en tout cas extérieurs, beaucoup plus. Pourquoi? Parce que en tant qu'ONG, pour pouvoir fonctionner dans notre pays, il y a toute une panoplie, comme je le disais tantôt, des documents. Vous avez le statut F92, une reconnaissance d'un ministère. Toutes ces choses vous demandent de l'argent. Ma proposition en tant que société civile est que le gouvernement puisse essayer un peu de pouvoir aider la population, aider les entrepreneurs, aider les jeunes, en simplifiant les démarches administratives. C'est-à-dire que nous pouvons nous limiter à 2 documents, par exemple. Mais des documents qui sont essentiels. Parce que ces documents vous coûtent très cher, alors que vous venez justement pour pouvoir aider la population. Mais vous devez ensuite en payer le prix. Donc, c'est comme une croix qui est imposée d'une certaine manière. Il est possible de pouvoir reformer cela en se limitant sur 2 ou 3 documents. Et c'est bon, mais des documents qui vous coûtent moins cher. Parce que de tous les documents qu'on vous demande pour pouvoir exercer en RDC en tant qu'ONG, vous vous dites, mais attends, je suis en train d'ouvrir... C'est supposé que quand vous voulez ouvrir une ONG,
vous vous êtes très bien préparé et suppose que vous avez de l'argent. Non, parce que avant de pouvoir même avoir de l'argent, il faut être en ordre. Il n'y a aucun bailleur de fonds qui vous donne de l'argent lorsque vous n'êtes pas en ordre. Voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais marteler, par exemple, nous avons totalisé tous nos documents en début d'année, récemment. Pourquoi? Parce qu'il y en avait tellement. Alors, j'avais le choix entre le fait de pouvoir courir derrière tous ces documents et de pouvoir aller dans mon cheval de bataille. Ben, j'ai préféré travailler comme ça. Avec le statut, j'ai commencé mes activités comme ça depuis 2019. Et ce n'est que l'année passée que j'ai pu compléter tous les documents. Ils me disent, ouf, enfin je peux. Donc il y a cette difficulté, même au niveau de ceux qui vont au niveau du guichet unique, ils se plaignent de la même chose. Il y a aussi, je parlerai des conditions, comme je l'ai dit, des conditions administratives qui sont très difficiles, mais les conditions financières aussi, parce que nous aimerions faire plus. Par exemple, tenez, avec le déguerpissement de cette population qui avait eu lieu, nous aurions voulu que les choses se passent autrement, c'est-à-dire, comme je le disais tantôt, dans d'autres pays, le gouvernement initie ou encore s'associe à la société civile afin de pouvoir justement trouver une solution bien placée par rapport aux décisions prises. Pas pour toutes, mais justement pour ce genre de décisions ou réformes qui touchent à la population. Nous aurions par exemple orienté le gouvernement autrement lors de ce déguerpissement. C'était très bien, nous avons félicité cela parce que justement, ce terrain était un site de fortune qui ne lui revenait pas de droit. Ce n'est pas un site dans lequel il fallait abriter ce genre de population, cette population faible, parce qu'il n'y avait ni eau ni électricité, donc ce n'était pas un cadre pour elle. Ni hygiène. Voilà, c'était très sale. Voilà. Alors, mais on pouvait faire les choses autrement, en gardant la dignité humaine. Comme vous le savez, il y a des lois. Les lois, il y en a plusieurs, au niveau international et même dans la Constitution, qui justement contraignent, si je peux le dire, ou encore rappellent le gouvernement qui doit prendre soin de la population. Lorsqu'il y a déguerpissement, le gouvernement, le sous-sol et le sol congolais appartient à l'État. Donc l'État a le plein droit d'arriver ici et dire « je déguerpis, j'ai déguerpissé, moi j'ai besoin de ce site ». Et c'est son droit. Mais simplement, lorsque ce genre de choses sont faites, surtout à une population fragile, on voit des vieillards, on voit des bébés, des enfants qui, justement, peinent déjà, se prostituent pour avoir du pain, peinent déjà, lorsque vous les déguerpissez comme ça, cette population ne sait pas où aller. Donc, logiquement, il devait y avoir déjà un site préparé pour elle et un moyen pour elle de survie. Par moyen, je disais tantôt que il n'est pas question pour le gouvernement, il n'était pas question pour le gouvernement de pouvoir lui donner de l'argent. Non, mais pouvoir encadrer. Et l'encadrement pouvait se faire via les billets des ONG, des ASBEL, qui justement fréquentent cette couche de la population. Parce que le gouvernement se doit d'assurer au moins un toit. Le gouvernement est comme un père. Il se doit d'assurer au moins un toit décent, c'est-à-dire où mettre la tête à cette couche de la population. Voilà pourquoi vous verrez qu'aujourd'hui, si vous passez par poids lourd, vous les verrez en train de revenir. Elles sont déjà sur les caniveaux, elles ont construit des petits trucs en bois, en tôle, avec leurs palmes, et elles sont là avec les enfants, les bébés sont là. C'est vraiment triste, hein? C'est vraiment triste. Nous sommes presque arrivés à la fin. Dans ces quelques peu de minutes qui nous restent, je voudrais que vous puissiez passer un message à 3 personnalités. À 3 personnalités. Mais bien avant de le faire, je vais demander à la technique ou à la régie, s'ils sont d'accord avec moi, de nous balancer une vidéo. Je vous demande de suivre cette vidéo et puis on va revenir après. Okay. Un témoignage, vous allez suivre. La maman présidente, notre présidente de l'ONG Sauvons la femme. J'apprécie bien ton courage et ta détermination. Continue à faire ton travail avec amour et passion. Nous sommes là, nous te soutenons. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes les membres du conseil d'administration de l'ONG. Même si tu ne veux pas trop nous impliquer dans ça, mais sache que même les ONG nous te soutenons. Va toujours de l'avant et que le Seigneur t'accompagne. Raïcha Wembo, la maman présidente, notre présidente de l'ONG Sauvons la femme. J'apprécie bien ton courage et ta détermination. Continue à faire ton travail avec amour et passion. Nous sommes là, nous te soutenons. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes les membres du conseil d'administration de l'ONG. Même si tu ne veux pas trop nous impliquer dans ça, mais sache que même les ONG nous te soutenons.
va toujours de l'avant et que le Seigneur t'accompagne dans tes multiples entreprises. Des gros bisous à toi. Ciao, merci. Bien sûr. Je salue. Mon ami à l'université, merci beaucoup, ça me touche beaucoup, le papa des garçons. Merci beaucoup. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Ça vous touche, les messages? Oui, 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 merci. Merci beaucoup. Il faut avoir des amis comme ça qui vous encouragent dans ce que vous faites. Et pour finir, comme je le disais, vous allez vous adresser à 3 personnes. Nous sommes dans un pays où la femme est beaucoup plus valorisée. Déjà, commençant par les garants de la nation, les présidents de la République. Je veux que vous vous adressiez à la première dame, vraiment à cœur ouvert. Et deuxièmement, à la première ministre. Et troisièmement, j'aimerais, parce que nous avons parlé d'elle, Madame Raissa Malou. Adressez-vous un message pour chacun selon ses responsabilités. Okay. Regardez la caméra et faites-le. Ok, déjà à la première dame, nous sommes très reconnaissants en tant que peuple pour tout ce que vous faites au travers de la formation, au travers de votre fondation. C'est une fondation qui aide beaucoup. Nous voyons ce que vous faites, mais il y a juste un petit souci, c'est que nous aimerions, en tout cas, je parle à titre personnel en tant que présidente d'une ONG qui s'occupe vraiment de la femme qui est en bas, que vous puissiez arriver justement aussi à atteindre cette couche de la population. Au travers de ce que vous faites déjà, vous aidez les femmes maraîchères et tout cela, mais il y a encore beaucoup plus. Je crois que votre fondation peut générer d'autres petites structures qui peuvent justement atteindre les couches de la population que vous ne pourrez pas. Vous pourrez par exemple déléguer des structures qui peuvent travailler en connivence avec la société civile afin de pouvoir vous aider à toucher au terrain cette couche de la population qui n'arrive pas. Il y a par exemple une vidéo d'une habitante du quartier Pakadjouma qui me fait rire souvent sur les réseaux sociaux. Les gens se moquent, insultent. Très souvent, elle sort de sa maisonnette, de son cargo, et lorsqu'elle sort, elle dit « Ah, maman Denise, oh monate !» Je crois que vous avez déjà vu. Oui, elle est un peu folle. Bon, généralement. Alors, elle passe un message très fort. C'est-à-dire que Azamona et elle a besoin d'aide. C'est-à-dire que c'est une femme qui se prostitue pour avoir un pas, pour avoir 2000 francs, mais elle soupire toute à un avenir meilleur. C'est possible en accordant des chances à ces femmes. Vous pouvez le faire en nous mettant en connivence, comme je l'ai dit, avec des structures qui justement touchent déjà cette population. Merci. Adressez-vous aussi à la première ministre en quelques minutes, seulement secondes plutôt. Vous faites un excellent travail aussi, que j'apprécie beaucoup, qui est à féliciter, mais vous ne pouvez pas tout faire. Il y a par exemple, moi, celle que j'ai en esprit, c'est la ministre du Genre, Famille et Enfants, par exemple. Vraiment, c'est à elle que j'aimerais m'adresser. Nous savons que nous sommes dans un pays qui est très démocratique et nous sommes dans un pays dans lequel le leadership féminin est encouragé. Mais je me pose souvent la question, est-ce que le ministère du Genre, Famille et Enfants ne travaille qu'au mois de mars? Parce qu'il faut que nous puissions arriver au mois de mars pour pouvoir avoir un thème, avoir des pagnes et tout ça. Mais si nous devons contextualiser l'action de ce gouvernement, que dis-je, l'action de votre ministère, justement à notre structure ou encore, je dirais, au paysage actuel de notre pays, est-ce que votre ministère devrait se faire entendre qu'au mois de mars? Est-ce que nous avons vraiment besoin des pagnes? Je pense que ces histoires de pagnes, des droits de femmes, je dirais que c'est plus utile. En tout cas, vraiment plus, parce que la parité, l'émancipation, la sensibilisation a été suffisamment faite, si je peux le dire. Mais nous avons besoin, voilà, un autre level, shiftons à la pratique. La pratique voudrait dire que, en dehors justement des conférences qui sont organisées dans des cadres luxueux, sous des climatiseurs, il y a des personnes, il y a une autre catégorie des femmes qui est dehors, qui est sur terrain. Cette catégorie de femmes a besoin de se voir représentée. A besoin de sentir qu'on sait qu'elle existe. Tenez, arrêtez par exemple avec tous ces palmes, tous ces thèmes du mois de mars, mais en dehors du mois de mars, qu'est-ce que
le ministère prévoit au mois de juin, par exemple. Parce que même nous, les ASBEL, on nous pose des questions. Donnez-nous notre calendrier d'activité. Donc, si une structure comme une ASBEL, une ONG, doit avoir un calendrier d'activité, je suppose que le gouvernement devait en avoir. Le gouvernement, je parle justement du ministère du genre, famille et enfants. Merci beaucoup, Excellence, avec tous mes respects. Je parlerai, par exemple, de Madame Grace-Coutini. Merci. La jeunesse. Vous savez, on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat sans parler de la jeunesse. Parce que les jeunes sont justement ceux qui ont l'énergie de pouvoir entreprendre. Et un pays comme le nôtre, dans lequel nous savons que la jeunesse occupe 80% de la population, il faudrait mettre du punch de ce côté-là. Moi, personnellement, contrairement à ce que les gens disent, moi, j'apprécie beaucoup le courage et ces initiatives. J'ai beaucoup apprécié, par exemple, le village des opportunités. Moi, j'ai applaudi ça. Je n'ai pas applaudi le résultat final, je n'ai pas applaudi le jour de l'événement, mais j'ai applaudi les annonces. Pourquoi? Parce que je m'étais imaginé, en tant que de la société civile, je m'étais imaginé un événement impactant. Je crois que vous aviez eu, Excellence, une très bonne idée. L'idée était très bonne. En tout cas, de pouvoir mettre en place... que nous sommes à la fin. Ah, ok. Mais je pense que le problème était au niveau de l'exécution. Encore une fois, j'exhorte vraiment toutes les couches de notre gouvernement de pouvoir impacter en associant les ASBEL pour pouvoir avoir un résultat et un impact définitif sur la population. Merci beaucoup, Raïcha Wembo, de nous avoir honorés par votre invitation. Merci. Malgré votre agenda un peu chargé. Merci beaucoup pour cette marque d'honneur et de considération que vous aviez eu à notre égard. Merci. Alors, mesdames et messieurs, je vous dis que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, de ces magazines, interviews que j'avais le plaisir de vous présenter en ces jours. Vraiment, je vous donne rendez-vous dans les prochains jours. On reste sur la même chaîne et dans les mêmes heures. Merci beaucoup.